Bonjour, Bonjour Yanis, comment ça va? ça va bien? Bon. Bon alors ce boulot? Ce que je devais faire? Ouais. Parce que non, Bah, le boulot comment? d'intérim. Ah, je pensais que vous parliez des devoirs que je devais faire. Non, sinon, le boulot intérim, ouais, ça va. Ça va? Bon. Ça va faire des sous déjà, c'est bien ça. Oui. Et c'est loin de chez vous? En fait, je reste chez mon père, du coup, vu que c'est moins loin du côté de chez mon père, c'est à 10 minutes de là, donc ça va. D'accord. Bon bah c'est cool ça. C'est cool. Alors, ouais, j'ai vu votre message là concernant l'ordi. Oui, Bon, franchement, alors disons que pour si vous voulez faire je vais y arriver, hein. Pour faire un ordi sur lequel on pourrait faire tourner des VM, l'idéal, vu qu'il y a 12 gigas de RAM, l'idéal, ce serait oui. d'installer directement Proxmox dessus. Et en faisant ça, bah, ça Mhm. marcherait en fait. Ça ferait, je pense que ça pourrait fonctionner. Parce que après, si vous faites en plus des VM Linux, ce genre de truc, ça devrait tenir, quoi. Enfin, ça devrait marcher, quoi. Mais Ouais. Proxmox, il n'y a pas d'interface graphique aussi. Ah, c'est en U. Je sais pas comment ça marche, en fait. Comment vous voulez faire? Ben, en fait, après, dessus, ce que vous pouvez faire, parce qu'une fois qu'il est, bah, si vous le connectez à votre réseau de la maison, vous lui donnez une adresse IP, vous le connectez à votre réseau de la maison, et du coup, après, vous accédez à l'interface graphique bah, depuis un autre ordinateur. Oui, bah oui, mais pourquoi pas directement mettre un système d'exploitation et travailler dessus? Bah, parce qu'en fait, si vous. Alors, après, vous pouvez mettre aussi un système d'exploitation dessus, mais comme c'est quand même un. Oh, c'est des CPU qui sont anciens dessus, c'est du Sandy Bridge ou de l'Ivy Bridge. C'est de la troisième. Ça doit être du deuxième ou troisième génération. Du coup, ça peut peut-être un peu ramer. Après, sinon, ce que vous pouvez faire aussi et qui coûtera pas très cher et qui améliorerait vraiment, vraiment les capacités, c'est mettre un SSD aussi dedans. Mais Parce que comme ça, en fait, alors, parce que parce qu'en plus, vous m'aviez parlé que vous vouliez un portable. Ça pourrait être l'avantage que vous auriez à faire ça, c'est que vous auriez en fait votre serveur, votre propre serveur Proxmox chez vous, sur lequel vous pouvez faire tourner vos VM et et vous entraîner avec ça. Euh, Mais du coup, je suis obligé de le laisser allumer. bah après, oui, par contre, il faut qu'il reste allumé. Bon, l'avantage aussi, c'est qu'une fois qu'il est allumé, vous pouvez le mettre n'importe où tant qu'il est relié au réseau. Vous pouvez le mettre à côté de la Hmm. box, comme ça, vous le reliez avec un câble au réseau. Et ça vous fait votre serveur Proxmox qui tourne chez vous. Disons que dessus, normalement, vous pouvez réussir à faire tourner allez, facilement 4 VM. Disons 2 Windows, 2 Linux, ça tournera sans problème sur un truc comme ça. Hmm. Après, Ok. vous pouvez très bien aussi, si vous voulez, donc je ne sais pas là si c'est quoi comme disque dur dessus, c'est un SSD ou un disque Non, classique? c'est un HDD. Ok. Eh ben, si c'est un disque classique, ce que vous pouvez faire, vous pouvez trouver un SSD. Maintenant, des SSD, vous pouvez trouver vraiment des trucs pas trop chers sur Amazon. Normalement, c'est un bus SATA. Donc ça, Oui, oui. euh, hop, SSD SATA, je vais regarder vite fait. Mais normalement, voilà. Regardez, là, il y a un Lexar, par exemple, ou du...
Enfin, il y a plein de trucs, Kingspec, des trucs comme ça. Il y en a pour une cinquantaine d'euros à peu près. Et vous avez des disques durs tout à fait potables en SSD. Et ça, le SSD plus la RAM, ça peut vous permettre d'avoir un système qui soit utilisable. D'accord, oui. Voilà. Donc ouais, vous avez ces deux solutions-là. Soit moi je ferai forcément l'upgrade du SSD parce que ça me paraît être le truc qui va bien. Après, est-ce que dedans il est propre? Je veux dire parce que parfois aussi, selon où vous l'avez récupéré, il peut être très poussiéreux à l'intérieur et ça faire Là, j'ai déjà dépoussiéré et vous avez tout. dépoussiéré. Bon, ça c'est très bien déjà. Et après, bah, c'est ça. Une fois que vous avez monté la RAM, après la RAM de cette époque-là, vous avez chargé tout à bloc, les slots de RAM ou pas? Ou il vous reste encore Comment de ça? la place? Comment? Est-ce qu'il vous reste encore de la place pour mettre de la RAM ou est-ce que vous êtes à bloc là? Il m'en reste un slow, je crois. Ok, Enfin, j'en avais 4. J'avais 4 gigas de RAM. Et du ouais, coup, j'ai rajouté 2 fois 4. ok. Bah ça, après, vous pouvez regarder, vous pouvez chercher peut-être sur le Bon Coin ou des trucs comme ça pour trouver une dernière barrette de RAM. Et puis, vous regardez bien les caractéristiques de ce qui va dedans, parce que normalement, ça ne devrait pas chercher très cher. Là, vous voyez, sur Amazon, par exemple, là, je vois, il y a un 512 gigas en SATA, en SSD pour 30 euros. Oui. Vous lui collez un petit SSD dedans pour histoire que ça mouline un peu plus vite. Et après, ben, soit vous mettez effectivement un Linux dedans, vous mettez une Debian ou une Ubuntu avec, oh, avec Sandbox à l'intérieur, avec VirtualBox dedans, et vous en servez comme machine pour faire tourner des VM. Auquel cas, avec une machine qui tourne dans ce cas-là, moi, je vous conseillerais plutôt Debian que Ubuntu, parce que Debian sera un peu moins gourmand en puissance. Et dessus, je dirais que vous pourriez faire tourner facilement 4 VM. On va dire une Windows et 3 Linux, ça tournera. Et après, ouais, si vous arrivez à dégoter une barrette de RAM en plus, disons que vous pourriez faire tourner une machine de plus, ou alors avoir deux Windows et deux Linux. Et ça fait déjà les trucs qui sont plutôt sympas, quoi. Ok. Ouais, du coup, Et- vous pensez que c'est mieux que je mets un SSD, je rajoute un peu de RAM ouais, et que je mets Proxmox, comme ça je l'accède à distance, non? Ça bah ouais, après, ouais, ça c'est l'autre solution, peut être bien ça. où dessus, comme ça, vous accédez à votre interface Proxmox et vous pouvez vous faire ben, votre propre serveur Proxmox maison pour faire tourner vos VM dessus. Et en plus, ça vous fera un bon exercice aussi pour mettre ça en place chez vous. Après, je sais aussi qu'on peut faire une sorte de démarrage à distance pour le démarrer quand on veut. Mais après, je sais pas trop comment ça marche. Ben, le problème, alors ça, on appelle ça du Wake on LAN. Le problème du Wake on LAN, c'est que Il faut autoriser sur la il va box, je sais falloir pas quoi. autoriser, il va falloir trafiquer, il va falloir bidouiller dans votre box Internet. Et en vrai, un serveur comme ça consomme pas grand-chose, hein. Vous le laissez dans un coin avec une prise, vous n'avez même pas besoin, une fois que vous avez fini de bidouiller dessus, vous éteignez l'écran, vous enlevez clavier souris. Et ça va pas chercher grand-chose au niveau alimentation, ça va pas consommer beaucoup. Et l'avantage après, si vous le configurez bien, vous pouvez même vous organiser pour y accéder à distance en mettant ce qu'il faut dessus. Il y a des petits programmes qui vous permettent d'y accéder après de partout. Ça fait que même depuis le lycée, vous pourrez accéder à l'interface de vos machines. Oui, ok. Et ça, c'est pareil, hein, ça peut vous faire un bon exercice aussi de voir un peu comment ça marche et de vous organiser pour que ce genre de truc fonctionne, quoi. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est bien d'avoir trouvé cette solution-là. Ça peut être un bon.
Puis alors, en plus, rien ne vous empêche, si vous voyez que ça rame, et ben que du coup, si vraiment ça marche pas, bah là, vous passez sur un ordi portable à côté, et puis voilà, quoi. Mais en tout cas, là, ça peut être déjà un bon test. Et normalement, si vous faites du Linux, ça va pas trop, ça devrait pas trop consommer. Et ouais, les trois quatre machines, elles devraient largement tourner dessus. Le seul défaut que vous aurez, c'est que vous ne pourrez pas activer les fonctionnalités de, de virtualisation, parce que ce n'est pas une puce qui gère ce truc-là. Donc c'est pour ça que vous ne pourrez pas faire tourner non plus trop de machines. C'est le seul truc. Ok. C'est le seul défaut que ça pourrait avoir. Ouais. Après, ça aussi, c'est vrai que ça peut être une solution. Il y a des gens il y a des entreprises qui se séparent parfois de serveurs, euh, des fois pour pas cher et des fois même pour rien du tout, hein. Ça peut être aussi un truc. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça la dernière fois. Euh, Par exemple, il y a des gens, des fois, qui... que... Regardez, il y a des gens qui se séparent des serveurs Dell R710. Ils vendent ça 50 euros pièce, avec 80 gigas de RAM et 3 Tera de disque dur. Ouais, quand même. Et ben ça, dessus, vous pouvez faire tourner, vous installez Proxmox là-dessus chez vous, vous pouvez faire tourner ça tranquille, hein. Donc ça aussi, ça peut être une solution. En plus, ça peut être bon pour vous aussi pour voir un peu comment ça marche un serveur. Donc n'hésitez pas à regarder sur le bon coin, parce que vraiment, il y a des trucs. Bon là, c'est du serveur rackable, mais après, vous avez des fois des gens. Là, je vois, il y a des gens, ils vendent un serveur Dell, ils vendent ça 80 balles. Le truc, il est parfait, quoi. Donc en cherchant un peu sur le bon coin, ça peut être aussi une solution qui vous permet de vous de conserver votre ordinateur portable et de mettre 50 ou 60 balles dans un serveur, même s'il est un peu ancien, ça tournera et chez vous, au moins, vous pouvez vous faire des VM quoi, facilement. Après, par contre, ça restera chez vous. Ça, c'est le truc, par contre, Oui, oui. il faudra trouver une astuce pour configurer ça pour pouvoir y accéder de l'extérieur. Voilà. Bah après, en fait, en final, quand on regarde, vraiment, tout est possible, tout est faisable, et bah, juste, faut gratouiller un peu, puis trouver le truc qui vous correspond le plus, et puis bah, le choix que vous avez fait maintenant, rien ne dit que dans un mois ou deux, ce sera toujours le même, et que ce sera toujours aussi intéressant pour vous d'avoir cette solution-là. Mais en tout cas, l'avantage de l'informatique, c'est que tout est tout peut évoluer, tout est améliorable, enfin, vous pouvez tout faire, quoi. Voilà, voilà. Alors, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, aujourd'hui, je vous propose de... Vous m'avez dit que vous vouliez regarder le pas à pas routage firewall deuxième semestre. Oui. Ok. Donc celui-là, vous l'avez déjà fait ou pas? Oui, tous les cours qui sont sur le campus, c'est que je les ai déjà vus en cours. Ok, ça marche. Et donc ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on rebalaye le TP pour voir si, pour être sûr que vous avez bien compris? Bah oui, parce qu'en fait, j'ai encore un peu de mal avec le firewall. Ok, ok, ça marche. Donc, bah là, si on regarde le schéma, bon, c'est un schéma, on va dire, assez classique, hein, où on voit, donc, bah, on a des routeurs, donc R2, R3, R1. Ensuite, on a des firewalls qui sont ajoutés. Alpha, bêta, gamma, DMZ, qui sont des switches. Voilà. Ensuite, on a une liste avec les protocoles et leur intitulé, sur quoi ils fonctionnent, si c'est du TCP, de l'UDP ou de l'ICMP, et le numéro du port sur lequel ils sont affectés.
Et après, et ben en fait, à chaque fois, pour chaque... Alors attendez, hop là, je vais reprendre là. Pour pour chaque routeur, donc là, on avait les routes à créer. Donc là, c'est le routeur 3. Alors oui, il commence par le routeur 3. Je suppose que c'est parce que comme c'est celui qui est tout au bout, c'est le plus simple à gérer. Donc je suppose que c'est pour ça qu'il a utilisé ça. Alors, attendez que je regarde. Tac, tac, tac. Voilà. Donc le routeur 3, ici, quand on regarde notre table de routage, alors la première chose à faire, c'est donc de se dire que vu que on a deux cartes réseau, donc on a deux routes directes. Donc ça, c'est ce qu'il explique en dessous, hein. C'est ce que votre prof il marque. Deux cartes réseau donnent deux routes directes. Et donc, nos deux routes directes, bah, la première, donc c'est 192, 168, 100, 0. Donc ça, on est d'accord que c'est bien l'adresse du réseau. Donc Oui. 192, 168, 100, 0. On va zoomer un peu sur notre routeur 3. Donc on voit bien qu'il a deux interfaces, hein. Une qui va vers le réseau 168-100 et une autre qui va par là, donc en 168-168. Là, on voit aussi que l'adresse réseau, donc on est en /30. /30, ça fait combien de machines, ça, sur un /30 qu'on peut gérer? Hum, slash 30, c'est 252, non? Non. Non. Il n'y a pas un truc avec 252, je sais pas quoi? Ah bah ça, c'est le masque, ça. Ah Ça, ouais, c'est le masque, ici, qui va être, c'est le ah dernier, oui. du coup, qui va être en 252. Donc, ça fait qu'on peut avoir quatre adresses disponibles. Donc, ça nous fait deux machines. Et donc, ça, le /30, c'est souvent ce qu'on utilise pour pour les réseaux qui sont interrouteurs. Parce que comme ça, en fait, on peut avoir que deux adresses et ça suffit largement. Puisque bah, on a une adresse de chaque côté et comme ça, on est bon. Du coup, bah, ça permet d'avoir un... En gros, on est sécurisé, quoi. Puisque, J'ai pas trop compris comment on voit combien de machines on peut avoir. alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du coup un truc. Je vais prendre un tableau blanc, ce sera plus simple. Je vais lire ça là. Hop là. Où est-ce qu'il est? On va faire freeform. Hop là. Continuer. Poc. Hop. Voilà. Alors, le masque /30. Ça, on est d'accord que ça veut dire on a 30 bits euh, pour le réseau. Oui. Donc, si on a 30 bits pour le réseau, ça veut dire qu'il reste combien de bits? C'est combien de bits une adresse IP? 24? Ah Non. non, c'est le cran Ah. dessus. Combien de bits une adresse IP? Ouais. Euh, L'adresse IP, c'est en combien de morceaux? On est d'accord que c'est ça, point, ça, point, ça, point, ça.
À chaque fois, un petit groupe là, ça représente combien? Hmm, c'est pas 8 8 8 16 16 ça Donc va 8, 32, non? C'est pas ça? donc c'est 8 bits exactement, donc c'est Ouais, 32 bits. 32. Ouais, ouais c'est 8 8 8 ouais, c'est vrai. Hop, donc ça, on va le passer au-dessus. Donc slash Ouais, j'avais 30, ça oublié. fait ça. Du coup, 32 moins 30, ça fait qu'il reste 2 bits restants pour les autres. Donc adresse IP, donc IPv4, hop, je vais le rajouter là, 32 bits. Slash 30, ça veut dire 30 bits pour le réseau, donc 32 moins 30, 2 bits restants pour les autres. Ça veut dire donc, que les adresses dispo, on a Ah, oui. 2, alors, hop, puissance 2, donc ça fait 4 adresses IP. Sauf Donc, que, qu'est-ce qu'il faut ouais, du enlever? coup, ça fait. Comment? 4 adresses IP disponibles. Oula, j'ai inversé les lettres. Disponibles. Mais qu'est-ce qu'il faut oublier, qu'il ne faut pas oublier? Euh, Dans notre broadcast? adresse réseau, il y a toujours deux choses qu'il Broadcast, faut non? enlever. Non. Exactement, l'adresse de broadcast, donc c'est la dernière, moins, 254, c'est. hop là, donc, hop, donc adresse de broadcast, donc ça c'est la dernière adresse IP, Et puis l'adresse réseau. et l'adresse réseau. Oula, adresse réseau, donc ça c'est la première, Oups là, touc. Et adresse de broadcast, donc ça fait deux adresses au total, donc ça fait 2 puissance 2 moins 2 égale deux adresses pour les autres. Ok. Ça va, c'est plus clair pour vous? Oui, oui. Et ça, naturellement, il ne faut pas oublier que c'est en IPv4. Ok. Donc, du coup, donc là, c'est notre masque, effectivement, en 252, puisque là, on a fait le réseau interrouteur qui est entre ces deux routeurs-là. Donc, c'est la liaison RS2 qui est ici. Du coup, c'est pour ça qu'on est en slash 252. Pardon, ouais, en slash 30, donc en 255, 255, 255, 252. Et donc, on indique deux cartes réseau, donc deux routes directes. Effectivement, si on cherche le réseau 192.168.0, eh ben, on est sur l'interface 192.168.100.254, hop, qui est ici. Pouf. Et si on cherche le 192.168.168.8, eh ben, il faut aller sur 192.168.168.10. Hop, qui est ici. Et ensuite, tout le reste du trafic, puisque je vous rappelle qu'on part du haut et on descend, donc tout le reste du trafic qui ne répond pas à ces deux routes-là, eh ben, on renvoie en 192, 168, 168
9, hop, qui est ici. 192, 168, 9 en slash 30. Ok. Puisque là, on est d'accord que notre réseau, c'est le 192, 168, 168, 8. Donc la première adresse, c'est le point 9, la deuxième adresse, c'est le point 10, et le point 11, ce sera l'adresse de broadcast. D'accord, oui. Ça va? Ça va. Et donc tout ça, on renvoie vers le routeur R2. Donc maintenant, si on va voir, donc là, notre routeur R2, lui, c'est un petit peu plus compliqué parce que notre routeur R2, on voit que lui, il est un peu connecté à plein de trucs. Donc notre routeur R2, lui, il va avoir donc 192. Donc il y a quatre cartes réseau. C'est dur à dire ça. Donc on a 4 routes directes. Ça va ça? Oui, ça va. Donc l'interface qui est connectée directement, donc c'est le réseau 192.168.10.0. Il est connecté donc à la 192.168.10.254. Hop, 10.254. Elle est là. Ensuite, on a le réseau 50.0. Il est connecté au 50.254. Jusque-là, tout va bien. C'est la dernière adresse. Et là, on est bien sur un masque, donc en slash 24. Du coup, les adresses, c'est bien, la première adresse, ce sera 0, donc c'est l'adresse du réseau. La dernière, ce sera 255, ce sera l'adresse de broadcast. Et donc, en général, on utilise sur les routeurs la dernière adresse disponible pour les autres, donc la 254. Ça, c'est une Et, convention. oui. Et on a la même chose sur ces deux autres réseaux qui sont connectés, eux, directement. Donc, ce sont des réseaux interrouteurs. Donc, c'est pour ça qu'on a un slash 30 pour n'avoir que deux adresses. Et là, on retrouve celui de tout à l'heure. Hop. Mais avec, donc là, l'interface, c'est bien la 9. Alors que sur celui d'avant, hop, on est à la 10. Donc là, ça y est, on a trouvé, on a tout notre réseau, 8, 9 et 10. Et la 11, c'est le broadcast, mais qu'on ne voit pas. Et on a notre autre routeur qui est aussi connecté directement sur le réseau 168.168.4. Et donc là, c'est 168.168.4, c'est celui-ci. Pof. Puisque le réseau, c'est 168.168.4. Donc la première adresse qui est disponible pour les autres, c'est .5, donc elle est ici. Ensuite, on a la 6 qui est ici, et la 7 sera l'adresse de broadcast. Ça va? Ça va. Parfait. Donc là, on est bon. Et donc là, on a nos cartes réseau, donc on a nos 4 routes directes qui sont le début du tableau. Ensuite, on a une route statique qui est utilisée pour aller vers la zone gamma via le routeur R3. Donc, la zone gamma, elle est ici. Donc là, on est en 192, 168, 100. Et donc ça, il faut passer par R3 pour atteindre gamma. Et du coup, eh ben, le 192, 168, 100, 0, qui est l'adresse du réseau, lui, il faut passer par 192, 168, 168.10. 192, 168, 168.10. Hop, donc comme ça, on lui dit bien.
Pour aller là-bas, il faut passer par là. Ok, oui. Et tout le reste du trafic, donc 000, est dirigé vers R1. Donc là, on renvoie vers R1. J'arrive pas à sélectionner. Voilà. On renvoie vers R1. On l'a ici, R1, en 192, 168, 168.6. Et on D'accord. utilise pour ça l'interface 168.5, donc 168.5, qui est ici. Donc là, du coup, on a bien traité tout notre trafic. Vu qu'on a 4 cartes réseau, bah forcément, on a 4 réseaux différents, parce que c'est bien ça le propre du routeur, c'est d'interconnecter des réseaux différents. Donc là, on a bien nos 4 réseaux différents, avec nos différentes interfaces. On a une route statique pour aller vers gamma, via le routeur R3, et tout le reste du trafic est dirigé vers R1. Maintenant, on va passer à celui d'après. Donc là, on va s'occuper de R1. Donc R1, du coup, on est d'accord qu'il a 3 interfaces. Une interface qui va vers le WAN, donc pour aller l'adresse IP du FAI, du fournisseur d'accès. Une qui va vers R2 et une qui va vers la partie DMZ ici. Donc, ça veut dire qu'on va avoir hop, trois, trois cartes réseau égale 3 routes directes. Donc, notre première route directe, bah, c'est l'adresse de notre FAI. Donc là, 25001 en /8. Donc, ça veut dire que lui, le réseau, c'est 25000 avec un masque de 255. Et on passe par l'interface du routeur qui s'appelle 250315. Hop, et c'est là. Ok. Ensuite, la deuxième patte, on est donc dans le réseau classique. Donc c'est 168, 168.4. Là. C'est le réseau, donc c'est le réseau interrouteur. 168, je vous rappelle, on est là, 168, 168, 5, 6, 7, c'est le broadcast, et donc 4, c'est l'adresse réseau. Donc ça, c'est le réseau interrouteur, avec notre masque en /30, donc qui nous fait un 255, 255, 255, 252. Et l'interface pour atteindre ce réseau-là, c'est 192, 168, 168, 6, qui est ici. Donc là, on a fait cette branche-là tout à l'heure. Là, on a fait celle-ci. Il ne nous reste plus que la DMZ à faire. Et la DMZ, c'est le réseau 172 18 00, puisqu'on voit que là, les adresses des machines qui sont derrière sont en 172 18/16. Donc, ça veut dire que nous, ce qui nous intéresse, ce sont les 2 premiers octets. Donc, ça veut dire que notre réseau, là, c'est 172 18 00. Voilà. Et donc, pour l'atteindre, eh ben, il faut utiliser 172 18 255 254, hop, qui est la troisième interface qui est ici. Et avec notre masque en /16, donc 255, 255. Ensuite, il faut ajouter les routes statiques pour aller vers alpha, bêta et gamma. Donc là, lui, il a d'abord mis bêta, alpha
Alors, du coup, poc, on est ici. Donc, on voit que ici, notre réseau alpha, donc on est en 192.168.10. Comme on a un slash 24, la partie réseau, c'est cette partie-là, parce que 24, Oui. c'est 3 fois 8, donc c'est les trois premiers octets. Et là, c'est la partie haute. Donc, pour atteindre ça, 192.168.10.0, il faut sortir sur la patte 192.168.5 avec le masque 255, 255, 255, 0. Et ça passe par la patte 192, 168, 168, 6. Donc là, on prend là 192, 168, 168, 6 et on doit atteindre 192, 168, 5. Et quand il sera là, bah, du coup, il va être capable de retrouver ce réseau alpha. Pour trouver bêta et gamma, eh ben, c'est la même chose parce qu'on suit le même chemin, on suit la même passerelle, on doit atteindre 192, 168, 168, 5, hop, ici, en passant par la même patte, par la même interface, 192, 168, 168, 6. Et ensuite, bah, tout le reste du trafic, on renvoie. Ça, c'est comme pour le truc d'avant. Hop, tout le reste du trafic. Non, c'est pas celui-là. Hum, Ah ouais, non, là, c'est ouais, là, on renvoie vers le FAI. Donc, tout le reste du trafic, on renvoie vers 25001. Donc, ça, c'est l'adresse de notre FAI, 25001, en utilisant la patte 250315. Donc, en utilisant l'interface 250315. Ça va, ça vous paraît clair? Oui, je pense. Ouais. Donc là, normalement, bah, on a fait nos trois routeurs qui sont présents. Donc lui, ici, deux interfaces, donc bah, deux routes directes à gérer. Hop, deux routes directes à gérer. Et puis après, bah, tout le reste du trafic, on renvoie vers R2. Ça veut dire que ça ne le concerne pas. R2, ici, quatre routes directes à gérer vu qu'il y a quatre cartes réseau. Et le reste, on renvoie vers R1. Hop, pof. Ah oui, il ne faut pas oublier par contre que si on a une route statique à indiquer, si on veut atteindre gamma, parce que gamma, il n'est pas rejoint directement, donc il faut bien lui dire où est-ce qu'il peut trouver le réseau gamma. Ok. Et ici, Ouais. le dernier routeur R1, donc lui, il y a trois routes statiques, pardon, trois routes liaison directe à gérer parce qu'on a trois cartes réseau. Et lui, il faut bien lui dire où est-ce qu'il va trouver alpha, bêta et gamma. Et donc le dernier, hop, nos trois cartes réseau qui sont là. Et après, alpha, bêta, gamma. Et tout le reste du réseau, on renvoie vers le FAI. Ça va, ça vous paraît clair? Je pense que oui. Après, ce que vous pouvez faire, c'est s'il y a d'autres exercices qui vous ont donné sur du routage, parce que celui-là, bon, commence à y avoir un petit peu des machines, mais si vous avez d'autres exercices de routage, parce que ça, c'est vraiment, bah, c'est un peu comme tout ce qu'on fait en informatique, hein, c'est à force d'en faire que vous allez comprendre comment ça fonctionne. N'hésitez pas à vous entraîner, à modifier. Est-ce que vous connaissez l'intelligence artificielle qui s'appelle Notebook LM? Non, je connais pas.
Bah, je vous mettrai le nom dans le compte-rendu parce que Notebook LM, quand vous lui mettez des fichiers PDF à l'intérieur, avec par exemple un schéma réseau et puis ce genre de choses, elle est tout à fait capable de répondre à des questions et de vous expliquer pourquoi. C'est une intelligence artificielle qui a été développée par Google en partie et elle est plutôt puissante de ce côté-là, hein. Elle est capable de bien analyser les PDF et de ressortir des infos plutôt pertinentes. Et ça peut être une bonne solution, quoi. Moi, en fait, quand on lui pose des questions, elle se base sur le PDF qu'on lui a fourni. Exactement, exactement. Alors Mais du coup, après, oui, toutes les IA, ils font à peu près. Bah, toutes les IA, ils le font à peu près, ça. ouais, mais disons que Notebook LM, elle est vraiment précise et elle est plutôt fiable. Parce que parfois, par exemple, si bon, des fois, si vous prenez ChatGPT, comme elle est capable de générer des trucs qui vont être faux, mais sans vous le Ouais, dire. ouais. Alors que Notebook LM, elle va vous dire, ah bah là, je suis pas sûr de ça, mais c'est peut-être ça. Mais attention, il faudrait vérifier, j'ai pas suffisamment d'informations pour être 100% affirmative. Donc ça, c'est vrai que c'est Ouais, l'avantage. ouais, c'est que ça peut être bien. Bah ouais, et en plus si vous lui demandez des précisions, elle va vraiment être capable d'aller gratouiller. C'est comme utiliser Gemini. Donc Gemini, c'est l'IA conversationnelle de Google. C'est l'équivalent de ChatGPT, mais c'est pareil, elle est plus fiable aussi. Si elle ne sait pas, elle va vous le dire, ou s'il y a des approximations, elle va vous le dire également. Donc, euh, donc ça, c'est Ok. plutôt intéressant. Alors maintenant, si on regarde, alors les fichiers d'après, qu'est-ce qui nous... Pourquoi j'ai pas tous mes trucs là? Oui, allô, voilà. Hop là. Alors, présentation des films. Donc ensuite, alors ça, on écrit les règles finales dans la première étape. Bon, à la fin, on met, alors, toc, 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 ici sur le R1 One. Alors, où est-ce qu'on est? R1 One. On refuse tout, ce qui semble à peu près logique. Alors, tac, tac. Hmm, pourquoi il fait ça? Oui, en fait, c'est qu'il a découpé il a fait les différents fichiers. D'abord, on a les refus initiaux pour les différentes interfaces. Après, il y a la config du DNS. Après, on a les règles du pare-feu pour tout ce qui est CMP. Le 7, c'est les règles HTTP, HTTPS. Et le dernier fichier, c'est les règles d'accès spécifiques pour certaines machines. OK. Donc effectivement, donc là, sur le R1 One, donc on refuse tout. DMZ, on refuse tout également. Toc, toc, toc. R1, RS1. R1, RS1. Comme on sait ce qui passe là-dedans, on autorise tout, vu que là, on est sûr de ce qui passe. Tac, tac, tac. Oui, en fait, là, ce qu'il fait, c'est que le seul trafic qui est autorisé, c'est celui entre les routeurs, si on regarde bien. Puisqu'il y a R3, RS2, R2, RS2, R1, RS1, R1, RS1. Donc ça veut dire que le seul trafic qu'on autorise, de base, c'est le trafic entre les routeurs, sur RS1 et RS2. Vous pouvez réexpliquer quand même comment on fait les tableaux, je suis plus très sûr.
Bah, donc là, en fait, dans les règles, c'est toujours la même structure. C'est la première chose, c'est est-ce qu'on autorise ou est-ce qu'on interdit. Donc c'est allow pour autoriser ou deny pour refuser. Le protocole, bah, on indique quel protocole c'est. On va en prendre un autre, comme ça on verra un peu mieux. Par exemple, là, vous voyez, là on va parler que du TCP. Oui, Là, on va parler que de l'UDP. Donc on peut avoir TCP, UDP ou ICMP. Et donc là, par contre, là, on dit tous les protocoles. Ensuite, on a une IP source avec un port source et une IP de destination et un port de destination. Là, en l'occurrence, sur le trafic interrouteur, on autorise tous les protocoles de toutes les IP sources sur tous les ports vers toutes les IP de destination sur tous les ports de destination. Ça, en fait, c'est pour que notre réseau il fonctionne. Par défaut, comme là, normalement, c'est censé être, on est dans notre réseau, il n'y a rien de bizarre qui va passer là-dedans, il n'y a rien d'embêtant, on va dire. Du coup, eh ben, on autorise tout. Comme ça, on est tranquille. Donc ça, c'est les règles, on va dire, c'est les règles de base. Par contre, de base, sur les autres endroits, donc la liaison entre le R1 et le WAN, donc R1 et le WAN, donc c'est cette liaison-là. Là, on interdit tout. Pareil, sur la liaison entre R1 et la DMZ, hop, ici, par défaut, on interdit tout. Parce qu'en fait, on fonctionne pas, vous savez, il y a deux principes. Soit on fonctionne avec ce qu'on appelle une blacklist, soit avec une whitelist. La blacklist, on va dire tout est autorisé, sauf. Donc ça veut dire qu'on est obligé de lister tout ce qui est interdit. Mais ça, nous, c'est trop contraignant, il y a trop de trucs qui pourraient arriver. Donc on fonctionne dans l'autre sens, on fonctionne avec une whitelist en disant tout est interdit, sauf, et après on fait la liste de ce qui est autorisé. Vous comprenez le mode de pensée du truc? oui, oui, Parce que par exemple, imaginons que vous voulez interdire les voitures rouges de rentrer dans une ville. Bah, vous allez dire, bah, j'autorise les voitures bleues, j'autorise les voitures vertes, j'autorise les voitures jaunes, j'autorise les voitures bleues, les marrons, et ainsi de suite. Mais ça va vous faire plein de règles à dire. Tandis que si vous dites juste la règle, je n'autorise, j'autorise tout sauf les voitures rouges, bah, c'est plus simple. ok. Donc l'idée, c'est d'avoir des whitelists ou des blacklists. Donc là, pour nos premières règles, donc ça, c'est les règles finales. Donc ça, c'est au cœur du réseau. Donc là, on a autorisé que ce qui se passe, que tout ce qui passe dans les réseaux interrouteurs. Donc RS1 et RS2. Tout le reste, on bloque. Là, vous voyez, RS2, hop, hello. RS2, hello. RS1, hello. RS1, hello. Là, on est bon. Maintenant, on va regarder au-dessus. Donc là, on nous dit S3 est un serveur DNS local pour l'entreprise. Ce serveur doit utiliser, donc là, c'est les serveurs DNS 1111 ou 9999 comme relais primaire et secondaire. Toutes les machines de l'entreprise doivent obligatoirement utiliser le serveur DNS qui est sur S3. Donc, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on voit? DNS, hop, où est-ce qu'il est? Où il l'a mis? Ah, il est là, DNS. Hop, DNS. Donc on voit que c'est du TCP et de l'UDP, et c'est sur le port 53. Et le serveur S3, où est-ce qu'il est? Il est là, ici. Donc, je dois autoriser, donc j'autorise TCP/UDP de l'IP source 172.18
40 101, 172 18 40 101, donc qui est ici. Sur tous les ports, donc sur tous les ports, Mince. pour atteindre les adresses 1111 et 9999 sur le port 53. Donc ça veut dire que ce serveur-là, il a le droit d'aller se mettre à jour pour faire son boulot de serveur DNS, mais il a le droit que de faire ça. Parce que tout le reste, je vous Et ouais, rappelle que dans ouais, je l'étape vois. d'avant, donc R1 DMZ, dans l'étape d'avant, R1 DMZ, on a interdit tout le reste. Donc là, on va autoriser TCP UDP, donc pour le port 53, donc ça veut dire tout ce qui va passer sur cette adresse IP-là et qui va demander du port 53 pour atteindre 1111 ou 9999, ce sera autorisé. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, toutes les machines de l'entreprise doivent obligatoirement utiliser le serveur DNS qui est sur S3. Donc, toutes les machines de l'entreprise, donc on autorise, donc c'est toujours du TCP/UDP, toutes les machines, donc all, toutes les IP sources, tous les ports, ils ont le droit d'aller sur le serveur S3, donc 172 18 40 101. C'est lui là, 140, le S3, 172 18 40 101. Sur le port 53, donc spécifiquement pour le DNS. Donc ça, c'est autorisé. Ça veut dire que si par exemple ils essayent, moi je sais pas, moi, le port 54, ce sera refusé. Ils n'ont pas le droit. Donc ça, là, Ok, on s'est je vois, ouais. occupé. Ça va, vous avez compris? Oui, oui, je pense, oui, j'ai compris. Oui. De toute façon, je Donc reverrai la là, vidéo un coup. oui, de toute façon, vous pourrez regarder. Donc là, en fait, toute cette fiche-là, elle se concentre sur la configuration du serveur DNS local. Et donc ça permet, les règles qu'on a mis là, ça autorise donc notre serveur sur R1DMZ, donc la liaison R1DMZ, elle est là, R1DMZ, elle est ici. Hop. Ça lui donne le droit d'aller sur Internet, en gros, mettre à jour ses DNS, de faire son boulot de DNS. Donc ça, c'est la partie en vert ici. Et la partie qui est en rouge, hop, là, et ben elle, ça autorise toutes les autres machines, toutes les autres machines, elles ont droit de demander des trucs sur le port 53 à S3. Ensuite, sur le 6, alors les machines de gamma peuvent tout pinguer. Donc les machines de gamma, on regarde où est gamma. Donc gamma, il est ici. Il est en haut. Lui, il doit tout pinguer. On voit que le ping, ici, c'est de l'ICMP et c'est sur le port 8. Donc, il va falloir autoriser donc, sur R1 DMZ, donc la liaison ici. Hop, il faut autoriser ICMP, toutes, toutes les IP sources, tous les ports. Ah non, il faut deny. Pourquoi il deny? Ah, attendez, je réfléchis. Ah oui, parce que là, oui, on n'est pas sur le gamma, là, excusez-moi. Je ne suis pas au bon endroit. C'est pour ça que ça ne va pas. Hop, ici, voilà. Donc R3 gamma, c'est pour ça que ça ne collait pas. Donc ici, R3 gamma, donc on est là, à cet endroit-là. On doit autoriser en ICMP toutes les sources, tous les ports, sur toutes les adresses distantes, sur le port 8.
puisque le port 8, c'est le port pour le ping. Donc tout ce qui vient, donc ça, c'est les machines de gamma peuvent tout pinguer. Maintenant, les machines de alpha peuvent pinguer uniquement la DMZ. Alors, les machines de alpha peuvent pinguer uniquement la DMZ. Donc, je vous rappelle qu'avant, on a tout interdit, hein. Donc là, maintenant, les machines de alpha, on dit que ICMP, toute adresse, toute source, et ben eux, on leur autorise d'aller pinguer sur 172.18.00, qui correspond à notre DMZ ici, 172.18. Je vous rappelle qu'on est en /16, donc c'est-à-dire que ma partie réseau, c'est bien celle-là. Donc l'adresse réseau de ma DMZ, c'est 172.18.00. Donc là, on autorise, hop, en /16 sur le 8. Et ça, c'est toutes les machines alpha. Donc c'est là, c'est cette partie-là. Ensuite, on a les machines bêta peuvent pinguer tout ce qui est local, mais pas Internet. Du coup, les machines bêta, donc c'est celle-ci, donc elles peuvent pinguer tout ce qui est local, mais elles ne peuvent pas sortir. Alors, ne pas pouvoir sortir, c'est déjà fait, puisqu'on leur interdit tout. Donc là, on va juste autoriser certaines choses. Donc, on va les autoriser, toujours pareil, hello, ICMP, tout IP source, tout port source, sur 192.168.100.0. Donc ça, 100.0, c'est le réseau gamma, 192.168.100. Ensuite, pardon, 100 c'est gamma, 10 c'est ici, c'est alpha. Donc on les autorise. Donc on autorise alpha, gamma, lui bêta dans lui-même, c'est bon. Et la DMZ, 172.18.00/16. Comme tout ça c'est autorisé et qu'on n'a pas autorisé Internet, et comme il est interdit par défaut, bah, du coup, on est bon. Et donc le dernier, c'est celui-là. Les machines de la DMZ peuvent pinguer Internet, mais rien en local. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans l'autre sens. Au niveau des règles, donc, on interdit de pinguer. J'arrive pas à sélectionner les trois premières. Donc là, la première ligne ici, c'est notre réseau. Donc en 10.0, c'est le réseau alpha. En 50.0, c'est le réseau bêta. Et en 100, c'est le réseau gamma. Donc là, ici, on voit qu'on refuse le ping pour ces trois réseaux-là, alpha, bêta, gamma. Et par contre, on l'autorise pour tout le reste. Donc ça veut dire, bah, tout le reste, forcément, ça va être le one. Donc ça, il va avoir le droit de le faire. Et donc au final, maintenant, donc là, sur cette partie-là, on voit que bah, là, on a rajouté nos petites règles avec bah, les règles qui étaient demandées. Le... Alors celui-là, la dernière partie, non, la dernière ou l'avant-dernière? L'avant-dernière, parce que celle-là, je ne me souviens plus. Toc, toc. Donc, toutes les machines de alpha sauf P3 ont accès au serveur HTTPS sur S2. Hop. Donc, pour ça, bah, il n'y a que ça à faire. On refuse donc HTTPS. Si on regarde ici, hop, HTTPS, on est sur le port, donc c'est du TCP, on est sur le port 443. Et donc là, on nous dit toutes les machines sauf P3 ont un accès. Donc c'est-à-dire que P3, il faut aller chercher son adresse IP à P3. Hop, on va chercher P3. Où est-ce qu'il est? S3, P3, il est ici. 192, 168, 10, 3. Donc lui, il va falloir lui refuser l'accès en HTTPS sur S2.
Ah, excusez-moi, je vais repasser en POF. Donc ici, IP source P3. Donc il est là, 192.168.10.3. Tous les ports sources. Et S2, donc c'est 172, 18, 40, 100. S2, il est ici. 172, 18, 40, 100. Sur le port 443, qui est l'HTTPS, et ben lui, POC spécifiquement, on lui refuse. Ok. Ensuite, toutes les machines de Gamma ont accès au site web sur Internet en HTTP et HTTPS, mais l'accès au serveur S2 est interdit. Donc, du coup, hop là, et bien ici, on refuse le serveur, donc tous les accès à S2 en HTTP et en HTTPS, mais par contre, tout le reste, on autorise. Vu que c'est appliqué dans l'ordre, eh ben d'abord on va passer là-dessus et après là-dessus. Donc on autorise ça et après tout le reste est interdit. Et après, donc, bah, vous suivez comme ça, vous continuez. Après, toutes les machines bêta ont accès au site web sur Internet ainsi qu'au serveur HTTPS sur S2. Bah, du coup, on autorise tout sur la liaison R2 bêta. On autorise tout 80 et 443. Donc 80 HTTP, 443 HTTPS. Ok. Et le dernier, bah, c'est encore la même chose, hein. Après, il suffit de regarder les règles, de les lire attentivement. Et normalement, bah, vous allez retrouver vos petits petit à petit. Voilà, ça vous paraît un petit peu plus clair? Bah, je trouve que c'est un peu brouillon pour moi, mais après, au bout d'un moment, je pense que je devrais comprendre. Ouais, c'est à force en fait, hein, parce qu'il faut juste être logique et méthodique. Au début, hein, pour cette partie-là, pour la partie routage, c'est vraiment toujours la même méthode. On regarde déjà le nombre de cartes réseau. Avec le nombre de cartes réseau, bah, on a les routes directes, donc on les configure. Et après, Mhm. bah, on fait tout le reste. À la fin, on termine toujours pas tout le reste. Puis en plus, le problème, c'est que si je fais une erreur dans le tableau, bah, il y a plein de trucs qui seront faux après. Ah ouais, ça par contre, ouais, Donc c'est pour ça qu'il faudrait pas se tromper si je c'est le fais en ça. vrai. Bah, c'est pour ça qu'il faut toujours partir de la table de routage. Faut toujours commencer. C'est aussi pour ça qu'il l'a appelé pas à pas, hein, parce que faut toujours commencer comme ça. On fait toujours d'abord le routage avec les différentes adresses. Après, moi, très souvent, hein, ce que je conseille, c'est d'écrire sur la patte directement quelle adresse vous avez. Parce que vous voyez, là, elles sont marquées R2 et les adresses IP sont marquées en dessous. Moi, en général, je le fais écrire juste à côté sur la ligne. Hop, comme ça, on sait à quelle adresse on est. Et ça peut permettre Ok. d'éclaircir un peu. Ok. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois. Voilà. Donc ça peut permettre d'améliorer un peu les choses et que ce soit un peu plus lisible. Et après, bah, franchement, hein, je vous conseille d'en faire d'autres, des exercices comme ça, de reprendre peut-être. Il y en avait un que vous m'aviez montré, je crois, un autre, juste Firewall. Et ben, de le reprendre pour essayer de refaire l'exercice, de renoter dessus et ainsi de suite. Après, vous pouvez aussi trouver bah, d'autres activités de ce genre-là sur Internet, hein. Il y a moyen d'en trouver assez facilement. Après, vous Oui. avez Packet Tracer aussi. Je ne sais pas si vous utilisez Packet Tracer. Non, je sais même pas c'est quoi. Bah, ça, c'est un truc de Cisco. Et c'est un bon outil aussi, mais ça, si vous ne l'utilisez pas, je ne vais pas vous embrouiller avec. Voilà, voilà, voilà. Mais Packet Tracer, ouais, c'est assez sympa. Vous pouvez faire des exercices de ce genre-là et en direct parce que c'est un logiciel qui est édité par Cisco et qui permet de générer des schémas réseau, c'est-à-dire que c'est vous qui faites votre schéma et après à l'intérieur, vous pouvez directement configurer les machines pour voir si ça fonctionne. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Essayez d'en parler à votre prof de Packet Tracer parce que ça, c'est un truc qui est vraiment sympa et qui peut vous permettre aussi
de mieux vous familiariser avec le réseau. Ok, bah je lui dis, j'en parlerai à la rentrée. Ça marche, ça marche. Bon, ben voilà, bah écoutez, essayez de revoir la séance d'ici la prochaine fois pour voir si vous avez des questions là-dessus. Après, je pense que du coup, la prochaine fois, on regardera peut-être les utilisateurs du coup sous Linux. Ok, On avait fait les ouais, droits sur les fichiers, la virtualisation Proxmox. Voilà. Et puis comme ça, on va avancer tranquillement. C'est bon pour vous? c'est bon. Bah, c'est parfait. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, Yanis. Merci à vous également. Et puis, à la prochaine. Au revoir. Merci, à samedi, au revoir.